Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour cette grande édition d'information sur la télévision Bonferré. Bienvenue à toutes et à tous. Et comme d'habitude, avant d'aller au menu de ce journal, une pensée à l'endroit de notre confrère, frère, camarade et ami et collègue de travail, Baba Alpha, journaliste incarcéré depuis plus de 3 mois maintenant à la prison civile de Niamey en compagnie de son papa âgé de 70 ans, Baba Alpha, qui a été rejoint, vous le savez certainement déjà, par un autre journaliste. Il s'agit de Ali Soumana, fondateur et journaliste du quotidien du journal hebdomadaire Le Courrier. Ali Soumana qui garde prison lui aussi pour le chef d'accusation de soustraction d'un document, d'un dossier judiciaire. Toujours est-il que c'est sur la base de la publication de ce document qu'il a été interpellé. Un délit par voie de presse, donc, même si le débat ici ne veut pas être mené, puisqu'il n'y a pas de débat, malheureusement. Justement, par rapport à nos deux confrères, Baba Alpha et Soumana Ali, 4 structures des professionnels des médias, à savoir le Synatic, le Senozo et le RPPLN et Actis Niger, ont rendu public hier une déclaration relative à la liberté de la presse au Niger. Les signataires de cette déclaration demandent la libération de nos confrères Baba Alpha et Ali Soumana, respectivement journalistes à la télévision Bonferré et fondateur du journal Le Courrier, où il est également journaliste. Youssouf Haïdara et Rabi Abdoulaye étaient hier sous la petite pluie que Niamey a connue hier matin à la déclaration rendue publique au siège de l'ONIMED ici même à Niamey. Je propose de suivre. Ils sont 4 structures de défense des droits des professionnels des médias à signer cette déclaration pour dire non au bâillonnement de la liberté de presse et d'opinion ainsi que la chasse aux sorcières dont sont victimes les professionnels des médias, comme en témoigne l'arrestation du journaliste Baba Alpha et celle d'Ali Soumana, fondateur du journal Le Courrier. Ali Soumana est le 2e journaliste jeté en prison après Baba Alpha en détention préventive depuis plus de 3 mois. Selon ses avocats, Ali Soumana est poursuivi pour, je cite, soustraction frauduleuse d'une pièce dans une procédure judiciaire. Le délit, si délit il y a bel et bien été commis par voie de presse puisqu'il a été constaté à travers la publication du journal Le Courrier et juridiquement, c'est l'ordonnance numéro 2010-35 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de presse au Niger qui est applicable en l'espèce, notamment en son article 67 qui dispose que, je cite, en matière de délit de presse, la détention préventive est interdite. Le juge ne peut décerner ni un mandat de dépôt ni un mandat d'arrêt. Malheureusement, rien de tout cela n'a été respecté, sinon notre confrère Ali Soumana ne serait jamais jeté en prison. Face à cette situation, les signataires de cette déclaration disent tirer l'attention de la communauté internationale sur ces violations de liberté au Niger. Au vu de tout ce qui précède, nous, signataires de la présente déclaration, exigeons la libération sans condition de nos 2 confrères injustement arrêtés. Attirons l'attention de la communauté internationale sur le fait que les graves violations des libertés publiques en général et celles de la presse en particulier sont réelles et inquiètent plus d'un citoyen. Rassurons l'opinion nationale et internationale que la presse nigérienne continuera contre vents et marées à les édifier sur toutes les pratiques mafieuses et immorales qui mettent en cause les animateurs du pouvoir en place. Appelons la grande famille de la presse à sortir de sa torpeur pour défendre la démocratie et les acquis arrachés de haute lutte, aujourd'hui sérieusement menacés par le régime de Issoufou Mahamadou. Exprimons toute notre reconnaissance à la presse internationale pour son soutien constant à la presse nigérienne dans son noble combat pour la défense de la démocratie et de l'état de droit.
Les signataires de la déclaration rappellent au gouvernement que les différentes manœuvres d'intimidation ne font que ragaillardir la conviction des professionnels des médias dans leurs fonctions. Par la même occasion, ils demandent à tous les professionnels des médias de rester sereins et mobilisés pour répondre aux actions futures. Les réactions se poursuivent suite à l'arrestation du fondateur du journal Le Courrier, Ali Soumana. Après la Maison de la Presse, les organisations socio-professionnelles des médias que vous avez suivies tout à l'heure, c'est au tour de Reporters sans frontières de dénoncer cette arrestation que l'organisation internationale juge illégale. RSF, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, estime que cette incarcération vise à faire pression sur les journalistes dans l'exercice de leur métier. Faisons le point avec Balima Bourema. Dans un article publié sur son site, Reporters sans frontières a dénoncé une violation criante de la loi de la presse. En poursuivant Ali Soumana de la sorte, les autorités nigériennes veulent de toute évidence faire pression contre les journalistes et avoir accès à ces sources, alors que l'article 16 de l'ordonnance de 2010 garantit le secret des sources, note l'Organisation de défense des droits des journalistes. Nous demandons aux autorités nigériennes d'annuler les charges retenues contre le fondateur du Courrier et de cesser l'acharnement contre les journalistes au Niger qui ne font que leur travail d'information, a poursuivi RSF. D'abord poursuivis pour violation du secret d'instruction, les chefs d'accusation à son encontre ont été requalifiés après une garde à vue de 4 jours et la perquisition de son domicile et des bureaux du journal. Ali Soumana est désormais accusé de soustraction frauduleuse d'une pièce d'un dossier judiciaire, un délit passable de 1 à 5 ans d'emprisonnement selon l'article 194 du Code pénal. Le lundi dernier, Ali Soumana a été incarcéré après avoir publié dans l'hebdomadaire Le Courrier numéro 471 le réquisitoire interdictif du mandat d'arrêt contre 3 personnes impliquées dans le différend judiciaire opposant depuis 2012 le Niger et la société libanaise Africa. Bien connu de RSF, Ali Soumana avait déjà été poursuivi l'année dernière. Il avait été écroué 10 jours puis condamné à 3 mois de prison avec sursis pour divulgation de documents saisis lors d'une perquisition et de jeu de discrédit dans une décision de justice. Le Niger a perdu 9 places depuis 2016 au classement de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières en 2017. Notre pays occupe désormais la 61e place. Dans un article... Sale temps pour les journalistes indépendants sous les tropiques nigériens, n'est-ce pas? Tout autre chose à présent. La coordination de la synergie cause Niger-Sinaseb a rendu public ce matin une déclaration relative à la situation de ces revendications inscrites dans le cadre d'une plateforme revendicative et exige du gouvernement la satisfaction de l'accord signé entre les deux parties le 13 décembre dernier. Suleiman Ousmane et Ibrahim Amadou étaient à cette déclaration. Voici leur compte-rendu. Après plusieurs mois de lutte, la coordination de la synergie cause Niger-Sinaseb revient à la charge pour passer en revue les engagements pris par le gouvernement et faire le point des différentes luttes menées. En passant en revue les engagements pris, il apparaît clairement qu'en dehors de l'appurement des arriérés des pécules des enseignants contractuels, le gouvernement n'a pas honoré ses engagements. Pire, il revient à la charge en introduisant la fameuse évaluation illégale, dite évaluation obligatoire de tous les enseignants créés en main. L'évaluation mathématique. L'évaluation mathématique. Le gouvernement est revenu aussi sur certains de ses engagements et acquis, comme le recrutement au titre des années 2015-2016, la réhabilitation des enseignants sanctionnés pour fait de grève, le renvoi de tous les représentants des syndicats à la section H du ministère des Finances. En lieu et place de négociations franches et sincères, le président du comité s'est livré à une diabolisation de la synergie cause Niger-Sinaseb qu'il n'hésite pas à présenter comme une 5e colonne au service d'un parti politique de l'opposition. Sur la question de l'évaluation et des négociations, la synergie maintient toujours sa position. La coordination nationale de la synergie d'action cause Niger-Sinaseb réaffirme la détermination des enseignants à maintenir la pression pour amener le gouvernement à mettre en application tous les engagements pris dans le communiqué conjoint du 13 décembre 2016. Déplore et condamne la propension du gouvernement à diaboliser les luttes corporatistes de la synergie d'action cause Niger-Sinaseb, réaffirme son opposition farouche à l'organisation de l'évaluation
tel que se propose de l'organiser d'autorité le ministre Marté. Décide de récuser le ministre d'État Bazoum dans toutes les négociations futures pour son parti pris, son arrogance et son comportement belliqueux. Demande à l'ensemble des camarades de boycotter cette évaluation illégale. D'ores et déjà, une procédure judiciaire vient d'être engagée contre cette évaluation et les résiliations des contrats des enseignants sur instruction du ministre Marté. La coordination de la synergie Cause Niger Sinaseb lance par ailleurs un appel à l'ensemble de ses militants pour une mobilisation générale afin de défendre l'intérêt de tous les enseignants. Ainsi, par cette sortie médiatique, la synergie a profité pour présenter officiellement à sa base la nouvelle structure installée, composée de 12 membres et qui sera chargée de la coordination des luttes à venir. Autre déclaration, c'est celle du collectif des syndicats de Niger Telecom, rendue publique cet après-midi. Cette déclaration est relative à la gestion de la dite société et l'attitude, selon les syndicats, du ministre en charge des postes des télécommunications et de l'économie numérique qui, selon les syndicats, ce collectif donc de syndicats, envisage de céder Niger Telecom à une société étrangère. Suleiman Ousmane et Ibrahim Ousmane pour faire le point. Désormais, il n'y a plus de confiance entre le ministre en charge des postes des télécommunications et de l'économie numérique et le collectif des syndicats de Niger Telecom. Ainsi, les syndicats du secteur regroupés au sein d'un collectif dénoncent l'attitude du ministre en charge des postes des télécommunications et de l'économie numérique qui tente selon et par tous les moyens de liquider la toute nouvelle société ainsi créée Niger Telecom. Monsieur le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, nous sommes plus que surpris et indignés de constater que vous tenez encore à ce projet funeste de la restructuration de Niger Telecom en deux entités, société de patrimoine et société de services, comme vos prédécesseurs ont voulu le faire. La création de ces deux sociétés suppose la liquidation de Niger Telecom, qui vient juste de naître. Cette opération suicidaire est commanditée par une main invisible qui se croit en territoire conquis de connivence avec le ministère. Allez-y savoir. Nous, collectifs des syndicats du secteur des télécommunications, condamnons avec la dernière énergie cette manœuvre sournoise du ministre Sani Meboshi et exigeons l'arrêt immédiat de cette opération. Cela démontre à quel point Meboshi prépare 2021. Monsieur le ministre, nous comprenons aisément pourquoi vous bloquez l'octroi de la licence 4G à Niger Telecom, au moment où le gouvernement a investi plusieurs milliards pour le règlement de la société nationale. Au regard de la gravité de la situation, le collectif pose un certain nombre de questions à M. le ministre. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a par 2 fois lancé la pose de la fibre optique. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a promis la fusion de Solitel et de Sahelcom en créant Niger Telecom, chose faite. Ou bien, chez vous, le patriotisme n'existe pas. Dans votre vocabulaire, à plus forte raison, y croire. Les signataires de la présente déclaration lancent par ailleurs un appel au président de la République de prendre toutes ses responsabilités afin de mettre fin, selon eux, de ce qu'ils qualifient de sabotage des ministres en charge des télécommunications qui font du secteur leur fonds de commerce. Mais déjà, les syndicats du secteur se mobilisent davantage pour mener des actions plus concrètes dans les jours à venir. Et puis, suite à la grosse coupure d'électricité de la nuit du mercredi et jeudi, qui s'est prolongée toute la journée du jeudi d'ailleurs, et qui a plongé Niamey, Tillabéri et Dosso dans l'obscurité, eh bien, le directeur régional de la Nigérienne d'électricité Nigélec a animé hier après-midi un point de presse pour expliquer les raisons de cette perturbation qui a allé jusqu'à l'arrêt de la fourniture d'électricité
sur ces 3 régions. Les explications dans ce résumé de Soumana Karimou et Rabiou Labo. La situation perdurant et aucune information venant de la Nigérienne d'électricité pour rassurer les abonnés. C'est pourquoi le premier responsable de la Nigélec a tenu cet après-midi un point de presse dans lequel il a tenu à expliquer à la population les raisons de cet arrêt énergétique intervenu depuis hier nuit aux environs de 22 heures. Nous voulons informer la population que dans la nuit d'hier, aux environs de 22h30, suite à de violentes tornades au Nigeria, la ligne 330 kV Kenji-Birnin-Kebbi a déclenché, plongeant dans le noir les États de Kebbi et Sokoto au Nigeria et les régions de Dosso, Niamey et Tillabéri au Niger. Les tentatives de reprise n'étant pas concluantes, la ligne a été consignée. 2 équipes de la Transmission Company of Nigeria, TCN, ont entrepris l'inspection de la ligne longue de 310 km en partant de Birnin-Kebbi et de Kanji pour converger. De son côté, Nigélec a dépêché très tôt ce matin une équipe technique en renfort. Le même phénomène atmosphérique s'étant étendu jusqu'à Niamey, conjugué à certains problèmes techniques ça et là, nous avons connu des difficultés dans la reprise de la fourniture électrique avec nos moyens propres durant toute la nuit et même une bonne partie de la matinée. Pour l'heure, selon le DG, 50% de la population reçoit l'énergie. Présentement, à l'heure où je vous parle, nous sommes à un taux de couverture de la ville de Niamey qui tourne autour de 50%, avec les centrales de Gorubanda et de Goudel qui sont présentement en marche. La région de Tillabéri est reprise à 100% à partir de Niamey. Je dois préciser que les autres régions du pays ne sont pas affectées. Il faut souligner qu'à Niamey, la couverture est assez déséquilibrée. La partie est de la ville, qui est alimentée à partir du poste de Niamey 2 et située à Gamkale, est fortement affectée du fait que les travaux de construction de la ligne de liaison entre la nouvelle centrale de Gorubanda et le poste de Niamey 2 ne sont pas achevés. Et vous savez pourquoi. L'arrêt se situant au niveau de Birnin-Kebbi, les voisins du Nigeria sont à pied d'œuvre, selon le DG, pour rétablir l'électricité. Ce qui est sûr, a renchéri le directeur général, ils tiendront informés au fur et à mesure la population. Rencontre hier en début d'après-midi entre le secrétaire exécutif du SILS et les journalistes de la presse publique, privée et internationale de Niamey. Objectif, faire le bilan du début de la campagne agricole et pastorale dans l'espace SILS, mais aussi parler des perspectives. Balima Bourema pour plus de précisions. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, le secrétaire exécutif du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, et son équipe sont largement revenus sur la situation alimentaire et nutritionnelle, la situation pastorale, les différents projets et programmes et les perspectives. Sur ce point, Dr Djimé Adoum a annoncé que son institution est en train d'étudier les voies pour que la sécurité civile n'ait pas d'impact sur la sécurité agricole et pastorale. Tout d'un coup, nous avons ce problème sécuritaire. Et donc, obligatoirement, nous allons la prendre en considération parce que et son impact, si vous produisez, vous ne pouvez plus produire, on vous chasse de là où vous êtes, vous allez dans un autre endroit. Dans un premier temps, vous allez dans un endroit qui est peuplé, tout d'un coup, il se posera la question de la pression démographique sur le nouvel espace et la compétition sur les ressources déjà limitées, et tout d'un coup des frustrations, des bagarres, et ainsi de suite. Donc maintenant, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut incorporer la dimension sécurité civile dans ce que nous sommes en train de faire.
Le Sahel vit depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi un des plus grands défis sécuritaires. Malgré tout, la production céréalière n'a pas été entamée. Sinon, ces 5 dernières années, nous n'avons pas rencontré de baisse de production. Cette année, nous avons une production céréalière qui chiffre qui a une production record, que nous n'avons jamais vu ça dans la région. C'est la première fois que nous avons 67 millions de tonnes, qui est en hausse de 10% par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on était autour de 64 millions de tonnes et qui était également en hausse de 5 à 6%. Donc depuis ces 5 dernières années, en tout cas, il n'y a pas eu de baisse de la production. Cependant, la production pastorale, lui, a pris un sérieux coup puisque les zones de conflit sont les zones de pâturage. Une réduction donc des parcours. C'est vrai qu'il y a la population qui augmente et aussi l'insécurité affecte les zones. C'est-à-dire que nos éleveurs n'ont plus accès à les zones de pâture. Et on a fait cas de la zone de l'Iptako-Gourma où c'est le premier problème de cette zone, c'est ça. Il y a le fourrage, il est disponible, on le voit à travers les satellites, on fait les évaluations, mais les éleveurs n'ont pas accès parce que vous allez croiser un peu les bandits. Depuis sa création en 1973, le CILS lutte pour une meilleure condition alimentaire et nutritionnelle des populations des pays le composant. Au cours du sport à présent, le colonel-major Djibril Mahamadou Dipele, président sortant, est candidat à sa propre succession à la tête de l'organe dirigeant du football nigérien, la FENIFOOT, a officiellement lancé sa campagne cet après-midi à Africa Hall à Niamey. Le programme 2017-2021 du président sortant tourne autour de 5 axes. Le résumé avec Abdelaziz Mamadou et Abdelaziz Djibrila. C'est un film documentaire d'une vingtaine de minutes qui a d'abord retracé les 8 années de gestion de l'équipe du colonel-major Pelé à la tête de la FENIFOOT. De 2009 à 2017, on est passé du projet à la réalité, occasionnant du coup la reconnaissance du Niger au plan continental, voire mondial. Aujourd'hui, la campagne du candidat colonel-major Djibril Hamidou Dipele est officiellement lancée. L'homme au grand succès salue la mobilisation faite autour de lui. Je me rends compte qu'aujourd'hui, mes adversaires que je remercie beaucoup ont rassemblé les gens autour de moi. Ils ne se rendent pas compte qu'ils me rendent service parce qu'ils ont fait tellement de tapage que je crois que les gens commencent à se dire que ça suffit. Et même ceux qui ne sont pas concernés par l'affaire, aujourd'hui commencent à se mobiliser pour dire que de toutes les manières, les choses sont claires. Face à tout ce tapage, comme disent certains, mon bilan est là, les résultats sont là. Et il n'y a pas plus difficile que de se battre comme quelqu'un qui est dans le déni de la réalité. Quand quelqu'un se couche dehors là pour dire qu'il ne voit pas le ciel, tu ne peux rien faire contre. Parce que tous les Nigériens, de l'intérieur comme de l'extérieur, partout où je vais, tout le monde salue le progrès de notre football, la reconnaissance internationale aujourd'hui de notre football. Sauf certains qui, je ne sais pas sur quelle planète ils sont, refusent de voir la réalité. Les 8 années écoulées ont été marquées par le retour à une gouvernance fédérale efficace impliquant tous les acteurs et la consolidation d'un équilibre financier. Le dialogue, la concertation et l'écoute ont été au centre du travail collectif accompli par Pelé. Le projet 2017-2021 du candidat se résume en 4 voire 5 grands axes. D'abord, c'est consolidation autant pour moi de tous nos acquis, de tout ce que nous avons fait. Il faut pouvoir les consolider pour que ça ne puisse pas demain chuter. Ensuite, c'est pour pouvoir terminer certains projets aussi, dont notamment la campagne que nous allons entamer de notre première participation à une Coupe du Monde. Des moins de 17 ans, certes, comme certains l'ont dit, que ce ne sont que les cadets qui sont qualifiés. Mais comme on dit, il faut commencer en bas pour arriver en haut. Les 2 autres axes pour lesquels je pars pour mon 3e mandat, j'ai dit c'est pour pouvoir aller à l'international. Vous savez bien que dans ce qu'on vit aujourd'hui, si vous n'êtes pas actif au poste de président de fédération, vous ne pouvez pas concourir à accéder à un poste international. C'est très difficile. Et enfin, le 3e mandat, je vais l'orienter sur la restructuration et sur le financement des clubs.
Parce que aujourd'hui, on peut dire qu'avec les derniers projets que la FIFA vient de valider le 5, notamment la construction des sièges des ligues régionales et les dernières infrastructures entre le centre et les stades régionaux, on peut dire que le dossier infrastructure, on va le clore. Il est clos en fait. Maintenant, on va à l'avenir donc, sur le 3e mandat, concentrer tous les financements que nous allons avoir, sur le financement et la restructuration des clubs. Au nombre des réalisations du candidat, l'on peut retenir entre autres le tournoi de l'UEMOA remporté en 2010 à Niamey, les 2 qualifications du Niger à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, en 2012 au Gabon et en 2013 en Afrique du Sud, les participations au CHAN 2011 au Soudan et 2016 au Rwanda, la participation et la qualification du MENA Cadet à la Coupe du Monde de la catégorie, la finalisation du Centre technique national de la FENIFOOT, pour ne citer que cela. Raison pour laquelle Colonel-Major Pelé veut finaliser le projet de reconstruction du football nigérien à travers ce 3e mandat. Et puis on a appris cet après-midi, donc le tirage dans le cadre, c'est toujours du football, dans le cadre de la Coupe du Monde cadette à laquelle participe l'équipe nationale nigérienne, a été effectué. Donc le Niger est placé dans le groupe D, un groupe assez relevé, avec le Brésil, l'Espagne, la Corée du Sud et bien sûr le Niger. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les cadets nigériens, mais bon, cette Coupe du Monde, on y est qualifié, il faut bien la jouer. Abdourazak Issouf Al-Faga continue de recevoir les honneurs et les encouragements des uns et des autres. Cet après-midi, il a été désigné ambassadeur de bonne volonté par l'UNICEF Niger, qui s'engage à répondre et défendre les droits des enfants, où il s'engage à répondre et défendre les droits des enfants au Niger. C'était au cours d'une cérémonie officielle organisée dans les locaux de l'UNICEF à Niamey en présence de plusieurs invités, dont notre reporter Mohamed Alpha. Après ses prouesses réalisées aux Jeux olympiques de Rio 2016 et la médaille d'or décrochée en Corée le 29 juin dernier en championnat du monde de sa discipline dans la catégorie des plus de 87 kilos, le Al-Faga national est nommé ambassadeur de l'UNICEF Niger. Et c'est ce qui explique la présente cérémonie officielle de la nomination du nouvel ambassadeur de bonne volonté, une manière pour l'UNICEF Niger d'engager Abdourazak Issoufou Al-Faga en faveur de l'amélioration de la vie des enfants et surtout d'inciter les jeunes à suivre l'exemple du héros national. Nous savons que vous êtes encore très jeune, que vous avez accompli des choses incroyables et nous pensons que les jeunes de ce pays ont besoin de vous pour les faire rêver de temps à autre et pour les sortir parfois un petit peu de ce quotidien qui peut paraître un peu morne, un peu sans issue, un peu difficile. Et quand ils vous voient, vous, à la télévision, d'ailleurs, même nos collègues, je vois beaucoup de collègues ici pour un vendredi après-midi, je vous assure, d'habitude c'est très calme ici dans ce bureau, donc je vois que vous avez ici beaucoup de fans aussi qui sont venus vous voir et qui sont venus s'inspirer de votre vitalité et de vos succès. Donc nous sommes très contents que vous ayez signé cet engagement avec nous et nous allons essayer de vous utiliser au maximum pour pouvoir inspirer la jeunesse du Niger. À 22 ans seulement, Abdourazak Issoufou Al-Faga devient le premier Nigérien désigné ambassadeur par l'UNICEF Niger. Sa mission consiste notamment à mettre en relief les défis auxquels font face les enfants et les jeunes au Niger. Le héros national se dit très ému et s'engage pour la défense et la promotion des droits de l'enfant au Niger. En tant que Nigérien, je me suis engagé pour accompagner mes frères parce que c'est eux l'avenir du Niger. Donc vraiment aujourd'hui, on doit se donner à 100, à 1000% pour aider les enfants. Donc vraiment, c'est à cause de ça que je suis aujourd'hui avec UNICEF pour les accompagner, pour aider les enfants du Niger. UNICEF intervient dans 190 pays et territoires pour aider les enfants à s'épanouir
apporte son soutien à la santé, la nutrition des enfants, l'accès à l'eau potable, l'assainissement, une éducation de base de qualité, lutte contre l'exploitation des enfants sous toutes ses formes et le VIH-Sida. Aujourd'hui, le Alphaga national a tous les honneurs de l'UNICEF Niger. Voilà, Abdourazak Alphaga, champion du monde à l'issue des championnat du monde de taekwondo, après à l'issue du championnat du monde de taekwondo de Muju en Corée du Sud en fin juin. Et maintenant, ambassadeur UNICEF des enfants. Bravo, monsieur, désormais ambassadeur. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que nous arrivons au terme de cette grande édition d'information. Un peu de sport quand même s'il n'y a pas eu la page des sports comme des traditions chaque vendredi soir. Veuillez bien nous en excuser. Vous pouvez rattraper les informations sportives à partir du dimanche après notre journal télévisé de 21h, Inch'Allah. Merci d'avoir suivi ce journal-ci. Excellente soirée. Bon début de week-end sur les programmes de la télévision. Bon frère, au revoir.